Je l'avais croisé dans une soirée, il m'avait dit « Je n'ai qu'un mot à te dire, protège-toi ». Comment on fait alors pour se protéger? Déjà, je pense qu'il faut avoir une vie personnelle extrêmement structurée. C'est-à-dire que moi, si j'ai un problème chez moi ou quelque chose qui dérape dans... Faustine Bollard apparaît en coulisses, le pas déterminé, la silhouette droite comme une flamme qui refuse d'être éteinte. Ce jour-là, dans le silence électrique des studios encore endormis, quelque chose a changé. Une frontière invisible se fissure. Depuis des années, elle refermait avec pudeur une porte intérieure, un secret retenu avec la force tranquille de ceux qui ont choisi de protéger plutôt que d'accuser. Mais ce matin, la voix la plus douce du paysage audiovisuel français s'apprête à devenir la voix la plus ferme. Et personne, absolument personne, ne l'a vu venir. Faustine inspire profondément. Elle sait que ce qu'elle s'apprête à révéler bouleversera. Non pas parce que le public adore les confidences mais parce que depuis longtemps déjà, un murmure circule, une question suspendue entre admiration et incompréhension. Pourquoi Faustine n'a-t-elle jamais pardonné à Maxime Chatham? Pourquoi cette ombre sourde lorsque son nom est prononcé? Pourquoi ce léger voile dans le regard d'une femme pourtant si lumineuse, si entière, si résolument tournée vers l'autre? Ce jour-là, elle décide de parler. Non pas pour se plaindre, encore moins pour accuser. Mais parce que le silence, à force d'être tenu trop longtemps, finit par peser plus lourd qu'un aveu. Elle s'installe devant la caméra, l'air calme mais les yeux animés d'une intensité rare. Et quand elle prend la parole, c'est comme si le temps se suspendait. Je n'ai jamais parlé de cela publiquement. Aujourd'hui, je pense que je le dois. Pas pour moi, mais pour toutes celles et ceux qui, un jour, ont dû avancer malgré une blessure invisible. Son ton est posé, précis, celui d'une professionnelle du récit, mais ce qu'elle raconte n'a plus rien d'une émission. C'est sa vie. Et soudain, le studio entier semble respirer avec elle. Elle raconte non pas un événement unique, mais une accumulation de petites ruptures imperceptibles. Des mots trop vite prononcés. Un moment où elle aurait eu besoin de soutien. Une promesse non tenue. Une trahison de confiance émotionnelle plus que factuelle. Rien de spectaculaire, rien qui fasse les gros titres, mais suffisamment pour fissurer une relation pourtant forte, solide, construite sur le respect mutuel. Elle parle d'une période où elle se sentait vulnérable, exposée, épuisée par un rythme de travail dévorant, et où elle aurait espéré que Maxime comprenne cela sans explication, intuitivement, instinctivement. Je ne lui en veux pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il n'a pas vu. Et ça, oui, je ne l'ai jamais vraiment pardonné. Son aveu tombe, délicat mais tranchant comme une plume affûtée. Et soudain, ce n'est plus seulement une histoire intime. C'est une parabole. Une vérité universelle. Combien sommes-nous à avoir souffert non pas de gestes, mais d'absence? Non pas de mots blessants, mais de silence aveugle? Faustine, une fois de plus, ne raconte pas seulement son histoire, elle raconte celle de milliers de personnes. Elle parle d'elle, mais c'est nous qu'elle touche. Et plus elle avance dans son récit, plus elle semble grandir. On découvre une femme d'une force incroyable, une femme qui n'a pas bâti sa carrière sur la facilité mais sur le courage. Une femme capable d'ouvrir les portes de l'intime sans jamais sombrer dans le sensationnel. Une femme qui parle vrai, qui parle juste, qui parle avec cette humanité rare que la télévision, souvent, écrase sous le spectacle. Faustine n'accuse pas, Faustine n'humilie pas, Faustine explique. Elle raconte que pardonner n'est pas oublier. Que certaines blessures se referment, mais laissent une marque si profonde qu'elle modifie à jamais la façon dont on se tient au monde. Et qu'elle, pour continuer d'avancer, a dû tracer une ligne, une frontière claire entre ce qui la fragilisait et ce qui la faisait grandir. Je n'ai pas pardonné parce que je n'étais pas prête. Peut-être que je ne le serai jamais. Mais cela ne m'empêche pas d'aimer, de construire, de vivre. Je ne suis pas défini par mes cicatrices. Je suis défini par ce que j'en fais. Et là, quelque chose d'immense se produit. Faustine Bollard ne parle plus seulement en tant que femme, épouse, animatrice. Elle devient cette figure presque mythique, cette présence chaleureuse et forte qui, chaque jour, accueille les douleurs du monde sur son plateau. Elle incarne cette dignité rare, celle de transformer la fragilité en lumière, la peine en puissance. Son récit n'est pas une confession. C'est un manifeste. Un appel à la compréhension. Une déclaration de liberté. Un hymne à la résilience. Plus elle avance, plus on sent que ce qu'elle dit n'est pas un règlement de compte, mais un acte d'amour envers la vérité. Elle protège, elle nuance, elle élève. Elle s'élève elle-même, mais elle élève aussi ceux dont elle parle. Car Faustine ne détruit jamais.
Elle reconstruit. Alors quand elle conclut d'une voix douce. Je ne lui ai jamais pardonné, mais j'ai appris à me pardonner, moi. Un frisson parcourt le studio entier. Et au moment où la caméra coupe, on sait une chose, Faustine Bollard vient de livrer non pas une révélation, mais une leçon. Une leçon de cœur, de courage, d'humanité. La caméra s'était éteinte, mais l'onde de ce qu'elle venait de dire continuait de vibrer, comme si chaque mot restait suspendu quelque part entre les projecteurs et le silence encore chaud du plateau. Ce silence, d'ailleurs, n'était plus un vide, il était une matière dense, chargée, presque sacrée. Les techniciens se regardaient sans oser briser l'atmosphère. Personne n'attendait une telle vérité, une telle intensité, une telle révélation. Et pourtant, chacun comprenait qu'il venait d'être témoin d'un moment de télévision que l'on ne vit qu'une fois dans une carrière. Faustine se leva lentement. Une élégance calme, presque solennelle. On aurait dit une reine quittant la scène après un discours qui restera dans l'histoire. Mais ce n'était pas une reine. C'était une femme qui venait, pour la première fois, de reprendre possession de sa propre histoire, une histoire qu'elle avait longtemps laissée entre les mains du silence. Son assistante s'avança, hésitante. « Ça va. » Faustine sourit, un sourire doux, fragile, mais lumineux. « Oui. J'avais besoin de le dire. » Elle ne tremblait pas. Aucune colère, aucune rancœur. Seulement cette détermination tranquille, presque bouleversante. On percevait en elle une force bien plus grande que l'aveu lui-même, la force d'une femme qui refuse d'être définie par ses blessures, mais les transforme en vérité, en courage brut. Dans les couloirs du studio, les pas résonnaient comme un écho à ce qu'elle venait d'affirmer. Chaque porte qu'elle croisa semblait s'entr'ouvrir d'elle-même, comme si la révélation de son secret avait soudain déverrouillé le monde autour d'elle. Et déjà, au dehors, la rumeur courait. Les téléphones vibraient. Les journalistes s'agitaient. Le nom de Faustine Bollard surgissait dans les rédactions comme une étincelle. On voulait savoir. On voulait comprendre. Comment cette femme, symbole de bienveillance, d'écoute, d'humanité, avait-elle pu porter une telle douleur en silence? Elle, pourtant, ne cherchait ni scandale ni spectacle. Elle marchait simplement, lentement, comme si elle savourait un air qu'elle n'avait pas respiré depuis longtemps. Elle venait de se libérer d'une prison invisible et cela se lisait dans la courbe apaisée de ses épaules. Arrivée dans sa loge, elle s'assit devant le miroir. La lumière douce entourait son visage d'une aura presque cinématographique. Elle observait son reflet non pas avec vanité, mais avec une sorte de reconnaissance silencieuse. Comme si elle se disait, voilà. C'est moi. Sans mensonge, sans poids, sans masque. Ses doigts effleurèrent le rebord de la coiffeuse, et soudain, un souvenir afflua. Une scène ancienne, presque effacée, mais qui revenait maintenant avec une clarté poignante, une soirée où elle avait tenté de se confier, de dire qu'elle n'allait pas bien, qu'elle était en train de perdre pied. Elle se revit, fragile, cherchant un appui. Et puis ce regard en face d'elle, ce regard qui n'avait pas compris, pas perçu, pas accueilli. C'était là, précisément là, que tout avait basculé. Faustine ferma les yeux. Pas de rage. Pas de plainte. Seulement une profonde mélancolie, celle des déceptions trop longtemps contenues. Elle murmura, presque pour elle-même. On peut aimer quelqu'un, et malgré tout, ne jamais revenir. À cet instant, on frappa à la porte. La productrice entra, bouleversée. Pas de maquillage, pas de protocole. Seulement une femme touchée au cœur. Faustine, ce que tu as dit, c'était immense. Personne n'aurait eu ce courage. Personne. Faustine releva doucement les yeux. Son regard portait une maturité nouvelle, presque vertigineuse. Je n'ai pas envie d'être courageuse. J'ai envie d'être vraie. Et ces mots claquèrent comme une évidence. Elle n'avait pas cherché les faits. Elle avait cherché la vérité. Et c'est justement cela qui la rendait si grande, si rare, si bouleversante. Dans les heures qui suivirent, son aveu circula. Les réseaux s'embrasèrent. Des milliers de messages affluent, des témoignages, des remerciements, des histoires de blessures non pardonnées, de silences trop lourds. Faustine les parcourut avec cette douceur qui lui est propre, cette façon unique d'accueillir la douleur des autres sans jamais se perdre. Car tout au long de sa carrière, elle n'avait cessé d'écouter le monde. Aujourd'hui, c'était le monde qui l'écoutait. Et plus les messages défilaient, plus on comprenait, ce n'était pas une histoire de rupture, ni une histoire de colère,
ni même une histoire d'amour brisé. C'était l'histoire d'une femme qui, pour la première fois, acceptait de dire que même les plus fortes, même les plus lumineuses, ont parfois été déçues, et que ces déceptions silencieuses sont souvent les plus profondes. Faustine, elle, n'avait pas cherché à régler des comptes. Elle avait voulu éclairer un morceau de sa vie, un morceau qu'elle avait trop longtemps laissé dans l'ombre. Et dans cet acte simple, pur, presque sacré, elle venait de devenir une figure encore plus grande qu'avant. Pas une star. Pas une victime. Une femme souveraine, digne, vraie, qui avance sans renier ses cicatrices. La nuit tomba doucement sur Paris. Faustine, seule dans sa loge, leva les yeux vers la fenêtre. Elle sourit. Pas un sourire triomphant. Un sourire apaisé, profond, essentiel. La ville semblait flotter dans une sorte de quiétude étrange lorsque Faustine quitta finalement les studios. Là, sous la lumière jaune des réverbères, son visage prenait une nuance presque cinématographique. Elle avançait seule, enveloppée dans ce manteau qu'elle serrait légèrement contre elle, comme pour protéger ce nouveau chapitre qu'elle venait d'ouvrir. Et pourtant, malgré l'heure tardive, elle dégageait cette énergie douce mais indestructible, cette aura presque mythique de ceux qui viennent de dire une vérité essentielle. Les rues étaient calmes, mais son téléphone, lui, vibrait sans relâche. Producteurs, journalistes, collègues, amis, tous voulaient une réaction, une précision, un mot de plus. Mais Faustine n'était plus dans ce bruit-là. Elle venait de traverser une porte intérieure que rien ni personne n'aurait pu lui faire franchir avant ce soir. Arrivée chez elle, elle resta de longues secondes sur le palier, la main encore posée sur la poignée, comme si elle prenait un dernier souffle avant d'entrer dans un autre monde, le sien. Celui où l'aveu qu'elle avait gardé pendant des années venait de se libérer dans l'air, et où un nouveau silence se construisait, mais cette fois un silence qui ne pesait plus. Un silence doux, presque accueillant. Elle referma la porte derrière elle. La maison dormait. Une atmosphère paisible y régnait, comme si tout avait attendu qu'elle revienne pour permettre au temps de reprendre son cours. Elle posa son sac, retira lentement son écharpe, puis se dirigea vers la cuisine. Elle alluma une seule lampe, jaune, chaude, qui baignait la pièce dans une lumière intime. Elle servit un verre d'eau. Une banalité. Mais ce geste simple, posé avec une lenteur presque cérémonielle, avait un goût de renouveau. Puis elle s'assit. Et là, dans ce calme absolu, dans cette bulle où elle pouvait enfin être elle-même sans caméra, sans micro, sans attente, les émotions affluèrent. Pas la tristesse. Pas le regret. Une autre émotion, plus complexe, plus vive, un mélange rare de libération et de nostalgie. Elle se revoyait, des années plus tôt, traversant des périodes difficiles, portant le poids silencieux de ses doutes, essayant de tout concilier, sa vie de femme, de mère, d'animatrice, de confidente, de repère émotionnel pour des millions de téléspectateurs. Et au milieu de cela, elle avait parfois espéré un geste, un regard, une main tendue. Espérer, sans jamais l'obtenir. Elle posa ses doigts sur la table, puis les referma lentement, comme si elle tenait quelque chose d'invisible, son passé. Je n'attendais pas qu'on me comprenne entièrement, juste qu'on me voie, pensa-t-elle. Et c'était là, au fond, le cœur de tout. Cette absence de regard, d'écoute, ce vide qui lui avait tant manqué, c'était cela qu'elle n'avait jamais su pardonner à Maxime Chatham. Non pas un acte, non pas une faute. Une absence. Un manque que rien n'avait pu combler. Une déception silencieuse, mais profonde, ancrée comme une écharde qu'on finit par oublier tout en la sentant toujours. Elle se releva et se dirigea vers le salon. Sur une étagère, une photo de famille souriait à la lumière de la lampe. Elle la prit délicatement. Sa main ne tremblait pas. Au contraire, elle tenait la photo comme on tient une preuve, un rappel, un témoin silencieux de tout ce qui avait été construit malgré les tempêtes. Elle caressa le verre du bout des doigts. Puis elle murmura. « Je ne t'en veux plus, mais je ne reviens pas en arrière. » C'était une phrase qui ne serait jamais dite en public, une phrase pour elle seule. Une phrase qui signait non pas le pardon, mais l'indépendance. La souveraineté intérieure. Cette souveraineté qu'elle avait gagnée en parlant aujourd'hui. Soudain, un message s'afficha sur son téléphone. « Je viens d'entendre, j'aimerais qu'on parle. » Maxime. Le cœur de Faustine se figea un instant. Non pas de peur. De lucidité pure. Elle fixa l'écran, sans répondre. Pas tout de suite. Peut-être pas demain. Peut-être jamais. Elle respira, profondément.
puis posa de nouveau le téléphone, face contre table. Elle n'était plus la femme qui attendait. Elle était celle qui décide. Un souffle léger traversa la pièce, comme si la maison elle-même venait d'approuver ce moment. Faustine se dirigea vers la fenêtre et observa Paris, immense et silencieuse, étendue devant elle comme un océan de lumière. Une ville où l'on renaît souvent après s'être perdu. Une ville où elle venait, elle aussi, de renaître un peu. Au loin, on voyait les toits se découper contre le ciel. Il semblait presque saluer sa détermination. Elle sourit, encore une fois ce sourire calme, profond, maîtrisé, celui d'une femme qui sait ce qu'elle vaut, ce qu'elle ressent, et ce qu'elle ne laissera plus jamais passer. Paris dormait, mais l'atmosphère semblait chargée d'une tension presque imperceptible, comme si l'aveu de Faustine avait glissé dans l'air nocturne et provoqué un frémissement dans la ville tout entière. Dans son appartement baigné d'une lumière douce, Faustine restait immobile, face à la fenêtre entr'ouverte. Le vent nocturne soulevait légèrement une mèche de ses cheveux, et dans ses yeux brillait une pensée qu'elle semblait contempler depuis longtemps, cette sensation étrange d'avoir enfin repris les rênes de sa propre histoire. Le téléphone reposait toujours, face contre table, mais la présence du message était presque palpable. Comme une ombre derrière elle. Comme une voix qui appelle depuis un lointain qu'on ne veut plus vraiment rejoindre. Elle n'y touchait pas. Pas par défi. Pas par colère. Mais parce qu'elle venait de comprendre quelque chose d'essentiel, certaines conversations n'appartiennent plus au présent, même si elles frappent encore à la porte. Le parquet grinça derrière elle. Elle se retourna. Le chat de la maison, réveillé par sa marche nocturne, l'observait avec ses yeux ronds qui semblent tout comprendre sans rien demander. Faustine s'agenouilla pour lui caresser doucement la tête. Ce geste simple lui tira un sourire plus vrai encore que ceux qu'elle avait affichés devant des millions de téléspectateurs. Tu vois, parfois, il suffit de parler pour que tout s'apaise. Même en nous. Elle se releva, alluma une autre lampe du salon, puis marcha lentement jusqu'au grand miroir au mur. Là, face à elle-même, elle resta de longues secondes silencieuse. Ce n'était plus le reflet d'une animatrice. Ce n'était plus l'image publique, lisse, professionnelle. C'était une femme entière, traversée par des doutes, des blessures, mais debout. Plus debout que jamais. Ses doigts glissèrent sur la surface froide du miroir. Elle se dit alors que pendant trop longtemps elle avait accepté de porter tout cela seule, en croyant que c'était son rôle. Son devoir. Sa responsabilité. Comme si être une figure de lumière l'empêchait d'avoir des fissures. Comme si être celle qui écoute signifiait renoncer à être entendue. Mais ce soir, elle venait de renverser cette logique injuste. Elle s'était offerte le droit d'exister autrement que dans l'empathie pour les autres. Et cette pensée la fit frissonner. Elle alla s'asseoir sur le canapé, ramena ses jambes sous elle, et prit une grande inspiration. Son regard se posa sur un carnet posé à côté de la table basse. Le carnet où, parfois, elle jetait des notes, des émotions, des pensées fugitives. Des bouts de phrases qu'elle n'avait jamais osé dire à voix haute. Elle l'ouvrit. Les pages étaient remplies de mots écrits trop vite, comme des confidences volées au temps. Et en les lisant, elle comprit que cela faisait longtemps qu'elle cherchait à exprimer ce qui était sorti d'elle ce soir. Longtemps qu'elle retenait ce cri muet, le désir d'être vue non pas comme une figure forte, mais comme une femme humaine. Elle prit un stylo. Sa main se mit à trembler légèrement, un tremblement d'intensité, pas de faiblesse. Comme si son corps savait qu'elle s'apprêtait à écrire quelque chose d'important. La pointe du stylo effleura le papier. Elle écrivit lentement. Aujourd'hui, j'ai découvert que dire la vérité ne brise rien. Cela libère. Elle reposa le stylo. Une larme coula, discrète, mais pure. Une larme qui n'était ni triste ni nostalgique. Une larme d'apaisement. Une larme de renaissance. Le silence autour d'elle vibrait encore. Puis, soudain, un autre message apparut sur l'écran du téléphone, cette fois accompagné d'un appel manqué. Par réflexe, elle le décrocha, puis immédiatement le reposa sur la table, presque brusquement cette fois. Elle n'était pas prête. Pas parce qu'elle avait peur. Mais parce que ce n'était plus à elle de répondre. Elle se leva du canapé et marcha vers la bibliothèque. Parmi les livres alignés, un titre attira son regard. Un roman qu'elle avait lu lors d'une période compliquée, un roman qui parlait de pardon, de résilience, de renouveau. Elle le tira de l'étagère et le feuilleta distraitement, mais aucune phrase ne retenait vraiment son attention. Car ce soir, c'était sa propre histoire qui comptait. Soudain,
un bruit de clé fit son apparition dans le verrou de la porte d'entrée. Un souffle léger. Une présence familière. Le genre de présence qui ne surprend pas mais qui fait vibrer un fil invisible, celui qui relie les êtres sans qu'ils aient besoin de parler. Faustine se retourna, le cœur soudain plus lourd, plus rapide. La porte s'ouvrit lentement. Une silhouette entra, hésitante. Et dans les yeux de Faustine, un mélange de surprise, de retenue, et d'une émotion que même elle semblait ne pas pouvoir nommer.